Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un update lecture. Et franchement, j'ai pas mal de lectures à vous chroniquer. Le début d'année 2024 a été plutôt productif pour moi. Et en plus, sérieux, j'ai fait des super lectures. Non mais j'ai enchaîné les lectures coup de cœur. Ce qui m'arrive rarement, franchement, vous savez que je dois avoir même pas entre, je sais pas, 2, 3, peut-être 5 coups de cœur maxi dans l'année. Et là, j'en ai déjà 3 petits coups de cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est parti, on chronique ça tout de suite. Alors on commence avec The coup de cœur. Franchement, première lecture de l'année, coup de cœur intersidéral. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, enfin pas longtemps avec cet auteur en fait, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec en livre. Et ici nous avons le tome 1 de Crescent City, que je lis après tout le monde. Oui, j'assume, hein. Ce qui est vraiment la honte, puisque à l'époque de Saxus m'avait envoyé le service presse quand il était sorti. Sauf que ça faisait des plombes qu'il attendait comme ça, bien sagement dans ma pile à lire, parce que je trouvais pas le temps, je trouvais pas l'énergie de le lire. Le tome 2 est sorti, les gens étaient à fond, à fond, à fond. Et moi, vous savez, des fois quand la hype elle est trop forte, je préfère prendre un peu de recul. Et là, quand j'ai su que le tome 3 allait sortir, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, tente, t'as un peu de temps là, t'es en vacances, puisque c'était tout début janvier. Si tu veux, tu as la suite qui est sortie, donc vas-y lance-toi. C'était trop bien. Franchement, je ne sais pas si je préfère cette série ou Un palais d'épines et de roses que j'aime beaucoup. Je pense peut-être que je préfère celle-là parce que elle est waouh. C'est une urban fantasy hyper dense, hyper complexe. L'univers il est incroyable, franchement au début on est un peu perdu, j'avais un peu peur de ça en fait, du côté à la fois enquête, qui moi est pas le truc qui me passionne le plus, et du côté un peu trop compliqué de la romance, enfin pas de la romance pardon, de la fantasy justement, et un peu moins de romance, et en fait on a tout, mais on a tout, on a une intrigue qui tient la route, qui est hyper bien menée et qui est hyper intéressante, on a un univers assez complexe, c'est vrai, mais une fois qu'on s'y fait, tu te dis mais les possibilités que ça ouvre sur l'univers c'est dingue, elle peut faire ce qu'elle veut en fait parce qu'elle a ouvert les portes à tout, puisque dans cette ville de Crescent City il y a tout. Il y a des anges, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, il y a des faées, il y a des humains, il y a tout. Il y a tout ce qu'on aime en fantasy en fait, bah, vous prenez ça, vous mélangez le tout, et clac, vous le mettez dans Crescent City, et bam, ça fait des chocs à pic. ça fait Crescent City. Ça fait une série qui est hyper détonnant parce qu'à la fois vu qu'on a des humains et qu'on est dans un univers avec des apparts, de l'électricité, des voitures ou de je sais pas quel moyen de transport, tout ça, ça reste quand même notre monde à nous. C'est pour ça que je dis que c'est de l'urban fantasy parce qu'on a le côté ville, métropole, hein, avec des différents quartiers, mais à la fois hyper fantaisiste. Il y a même les chefs des chefs, on va dire, en fait ils viennent des planètes, d'autres planètes. Donc tu te dis en fait ça veut dire que la fantasy en fait ce serait des extraterrestres. Et du coup enfin voilà, elle mélange tout, je vous jure. J'étais un peu comme ça au début, c'est pas mal en fait, pourquoi pas. Et puis les personnages, bon, il faut avoir le cœur quand même bien accroché avec Brice ou Bryce, je sais pas comment vous dites, parce que c'est quelqu'un qu'on n'aime pas de premier abord, hein. Franchement, la fêtarde qui prend tout ce qui passe, que ce soit les hommes, la drogue ou l'alcool, tu te dis, ouais, madame, elle est un peu délurée, elle fait sa vie comme elle l'entend, bon, pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas trop de fêlure chez elle. Et puis en fait, si, au fur et à mesure que l'histoire se poursuit, on découvre plein de choses, et je la trouve finalement très attachante, tout comme le héros Hunt, qui est un ange déchu en fait, qui est l'esclave on va dire de ceux qui gèrent la planète, et qui est un peu en fait leur tueur à gages privé, et qui va devoir protéger / s'associer avec Brice, qui est une des premières témoins et plus proche parente on va dire d'une personne qui a été assassinée, de l'enquête qui tourne autour. Et voilà, on va révéler plein de secrets de famille, ça parle de politique, de famille justement, de magie, de complot, de pouvoir caché, de mythologie, elle bosse pour un truc d'antiquité, donc ça fait un peu Indiana Jones aussi, enfin, oh là là, je vous jure, franchement, il y a de tout dans ce livre, mais il n'y a rien acheté.
C'était incroyable, il y a 950 pages, je les ai bouffées en, je sais pas, peut-être 2 semaines, ce qui m'arrive très rarement de lire quasiment 3 livres, hein, du coup, en 2 semaines, parce que c'était génial. Et j'en redemandais, hein, franchement, j'en redemande, donc je sais que le tome 2, d'ici ce printemps, il va y passer, mais c'était génial. Franchement, je comprends l'engouement autour de cette série. Autant il y a des séries, je trouve, qui valent pas la hype qu'il y a autour. Clairement, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Autant là, waouh, claque dans ta gueule. Waouh. Et en plus, ils sont sortis en poche hein, depuis le tome 1 et le tome 2. Donc franchement, vous avez aucune excuse. Ne faites pas comme moi. Si vous n'avez pas encore lu parce que vous avez peur des pavés ou de ça, ça se lit tout seul. Franchement, foncez. Foncez. Ensuite, comme j'avais dans l'idée de dépoussiérer ma pile à lire et de sortir, écoutez, les plus vieux livres qui s'y trouvent, hein, on va rester sur la lancée, j'ai lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, que j'ai bien aimé mais sans plus. Là, pour le coup, voilà, clairement, j'ai pas trop compris la hype qu'il y avait eu à l'époque, puisque ça fait très longtemps qu'il est sorti, autour de ce bouquin. Ouais, c'est écrit en vers libre, donc ça se lit très très vite, ça se lit bien, c'est de la... on peut dire... romance young adulte mais qui est vue de manière un peu tragique puisqu'il va y avoir une petite histoire d'amour entre 2 adolescents. On a 2 timelines en fait, cette histoire là, et ensuite ces adolescents devenus adultes ensuite qui se recroisent des années après à la suite d'une rencontre fortuite mais qui s'était perdue de vue à cause d'un drame. Donc on va en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Bon, voilà. Franchement je le garderai pas dans ma bibliothèque parce que je pense pas le relire ni forcément le recommander, le prêter à quelqu'un. C'était bien mais c'était pas incroyable. J'étais pas à fond, vous voyez, j'ai pas trouvé ça hyper beau, même si c'est très bien écrit hein, sur ça je renie pas. Et c'est à la fois très bien écrit, un peu poétique, et en même temps ça se lit facilement. Donc voilà, au niveau du style de la plume, il n'y a rien à redire. Au niveau des personnages eux-mêmes, sans plus. Voilà, donc c'était bien mais pas inoubliable. Même chose pour Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Pareil, celui-ci je l'ai depuis une plante dans ma pile à lire. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, tu connais pas cet auteur, bah tu vas enfin la découvrir. C'est pour ça que j'avais acheté à l'époque ce premier livre, puisque c'est son tout premier roman qu'elle a écrit. Alors là, je suis désolée pour ceux qui ont aimé, mais la déception. Mais je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette romance hyper mal écrite? Non. Non, vraiment, j'ai pas aimé, mais j'ai pas du tout aimé. Moi je pensais que ça allait parler du deuil, de l'acceptation de la mort, puisque c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son fils et sa fille dans un accident de voiture et qui décide de s'exiler en Irlande parce qu'elle est complètement paumée. Donc je me suis dit, bon allez, ça va être triste, allez, prends ton courage à deux mains, vas-y, lis-le. Mais c'était pas triste du tout en fait, c'était juste hyper cliché. La nana elle débarque en Irlande, ok elle est triste, ok sa vie n'a plus de sens, etc. etc. Mais c'est pas bien retranscrit. Et au final c'est juste une excuse pour qu'elle commence à tomber amoureuse de son voisin de côté, juste à côté, qui est mal poli. Et hop voilà, il y a des petites piques et des fois ils se disputent. Et je vous jure, j'avais l'impression de lire une mauvaise romance. Pour moi, le prétexte du départ du deuil, c'est juste ça en fait. C'est juste un prétexte à démarrer une histoire d'amour qui est pas intéressante. J'ai rien ressenti, ni pour l'héroïne, ni pour le mec, ni pour tout ce qu'il y a autour. Bon, à part qu'il y a des jolis paysages qui sont décrits. Non, vraiment, déçue. Hyper déçue. J'ai pas du tout accroché, donc je suis désolée pour ceux qui ont aimé. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris l'engouement autour de ce livre. Alors... je retenterai bien un de ces bouquins un peu plus récents. Donc si vous avez des recommandations sur ces derniers qui sont, je pense, d'un autre niveau, je veux bien essayer parce que je me dis que bon, je vais pas lire un livre de cet auteur et ne plus jamais en lire. Donc je veux bien réessayer. Mais là, clairement, j'ai pas compris. On continue avec un livre duo que là j'ai beaucoup aimé, que j'ai écouté et que je vous avais dont je vous avais un petit peu parlé en fait dans mes lectures que je veux pour 2024, puisque j'ai enfin lu / écouté Verity de Colleen Hoover. Voilà, j'avais dit que je voulais un Colleen Hoover mais plus récent, pas rester dans l'ordre chronologique de ces bouquins, vous voyez, hein, comme le Agnès Martin-Lugan, des fois c'est pas une bonne idée. Et du coup j'ai choisi Verity parce que l'histoire m'intriguait pas mal, je savais pas du tout où on allait aller. Et en fait comme ça faisait longtemps,
Enfin, comme j'avais lu aucun de ses derniers livres, et que moi j'étais restée dans Colleen Hoover, l'auteur de romances contemporaines plutôt classiques, je savais pas ce que ça allait donner. Je savais pas si c'était une romance, un thriller, un mélange des deux, je savais pas. Du coup j'étais pas du tout... j'ai été surprise par le déroulé de l'histoire et j'étais pas du tout en mode ouais je suis sûre il va se passer ça, il va se passer ça, je le vois venir, pas du tout. Je savais pas où on allait aller et c'était vraiment chouette. Franchement j'ai kiffé l'histoire de Verity, alors pas Verity elle-même, mais cette histoire d'une auteure qui va reprendre en fait la série à succès de Verity, donc qui est une auteure qui a eu un accident et qui est dans un état, je vais pas dire catatonique, mais un peu. Et elle va en fait arriver dans la maison de Verity, de son mari, et elle va apprendre que ils ont perdu leurs enfants dans des circonstances un peu bizarres, et elle va tomber sur le journal de Verity, et elle va commencer à lire, et elle va se rendre compte de plein de choses, mais voilà. Je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Bon, j'ai pas du tout adhéré forcément à la romance qui se met en place. Parce que justement, comme je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas si je devais m'impliquer ou pas auprès des personnages. Donc les personnages, j'avais une petite distance avec eux. Mais l'histoire est bien tournée, elle est vraiment haletante. Le thriller est bien mis en place, c'est vraiment un thriller domestique du coup. Et j'ai bien aimé, voilà. Et j'ai trouvé la fin appropriée. Je trouvais que c'était ce qu'il fallait. Même si c'est frustrant, c'était ce qu'il fallait. Donc voilà, très contente d'avoir lu un des romans un peu plus récents de Colleen Hoover. Ça m'a un peu réconciliée avec cet auteur parce que j'avais pas du tout aimé Ugly Love. Donc je me dis que je vais continuer dans cette lancée avec elle. Je pense que le prochain que je lirai c'est peut-être Jamais plus. Peut-être bien, ouais. Pour voir un petit peu de la romance mais dans le côté un peu plus dramatique. Qu'elle sait très bien faire aussi, donc on verra. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir écouté finalement. Ensuite on passe à un autre service presse que j'avais reçu de Deux Sexus, Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo. Là aussi c'était un peu la même chose que Crescent City en fait. J'avais beaucoup aimé La 9e maison, mais, donc qui est le premier tome, et attention ça c'est un second tome. C'est vrai que ça devrait être écrit je trouve sur la couverture. Mais c'était hyper complexe, hyper dense et très très sombre. Du coup je m'étais dit bon, le tome 2, tu vas pas te presser, faut que tu le lises rapidement parce que déjà que c'était tellement complexe que j'avais un peu oublié certains éléments. Je me suis dit il faut que tu le lises dans un moment où tu sais que tu as un peu de temps devant toi parce que c'est une lecture un peu exigeante. Et j'ai commencé à lire, je me dis attends, je me rappelle de rien. Et j'ai réussi à retrouver un résumé spoilant, ce qui est vachement pratique, franchement petite astuce quand vous avez comme ça des suites de séries dont vous vous rappelez plus. Il existe des résumés spoilants et là il y en avait en français. Alors, c'était peut-être pas aussi détaillé que ce que j'aurais aimé, mais en tout cas, ça m'a remis les éléments principaux en tête. Donc j'ai pu attaquer ce tome 2 et c'est super. Franchement, je pense que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Parce que j'étais à fond dans la quête, on va dire, de Alex qui, cette fois-ci, doit mettre des choses en œuvre pour essayer de retrouver un personnage. Voilà, je vais juste vous dire ça sans vous spoiler le tome 1. On est dans un univers de fraternité secrète à Yale, je crois que c'est donc à la fac. Et Alex, elle fait partie donc d'une organisation qui est censée surveiller l'activité de toutes ces organisations secrètes qui pratiquent de la magie, chacun dans leur domaine de prédilection, on va dire. Et à côté de ça, elle a pour mission de retrouver, personnellement en tout cas, elle s'est donné pour mission de retrouver quelqu'un, de le faire sortir des enfers. Voilà, je vous dis juste ça. Donc on va aller jusqu'en enfer pour aller le chercher. C'était vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça tenait la route, que c'était bien mené, que les personnages, il y a beaucoup de psychologie autour d'eux, même les personnages secondaires, vraiment on va fouiller comme ça dans leur passé, dans ce qu'il y a de plus sombre et plus sale chez eux. Et voilà, c'était très bien, c'est très sombre, vraiment très sombre, un peu glauque, ça fait un peu peur, oui et non, mais en tout cas, c'est pas oui oui au pays des bisounours, hein. On y va fort. Et Alex, c'est vraiment pas une gentille, hein. Elle n'hésite pas du tout à faire ce qu'il faut quand il faut, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vraiment Leigh Bardugo, je trouve qu'elle est beaucoup plus mature dans cette série, hein, qui n'a
qui n'est pas du tout de young adult, hein. C'est vraiment de l'urban fantasy, là encore, mais adulte. Et franchement j'ai hâte d'avoir la suite. Je suis hyper frustrée parce qu'elle est même pas encore écrite. Donc je sais qu'il va falloir attendre. Mais c'était très très bien, vraiment bien. Là aussi, petit coup de cœur. Peut-être pas autant que Crescent City, clairement pas, mais vraiment très bonne lecture. À la suite de ça, j'avais besoin d'une lecture beaucoup plus doudou, légère et pleine de bons sentiments. Et j'ai enchaîné avec le coup de cœur. Non mais je vous dis, c'est la vidéo des coups de cœur. Je me suis pris une valeur sûre. Je me suis pris Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais adoré The Love Hypothesis, hein, comme tout le monde, je pense. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est quoi, vas-y, fais-toi plaisir. T'as envie d'une romance, tu sais que elle écrit le genre de romance que tu kiffes. C'est parti. Et du coup, franchement, très bonne romance. Je l'ai, je pense, autant aimé, peut-être plus, je sais pas, que The Love Hypothesis. On est dans le même univers, même si c'est pas du tout une suite, hein, c'est d'autres personnages, d'autres endroits. Mais on est dans cet même univers de faculté / monde scientifique. Et ici, on a deux personnages. Donc, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la fille? On va suivre Bee, qui est une chercheuse, une docteure, en neurosciences, je sais pas trop comment on peut dire ça, moi je connais rien, qui va devoir travailler avec un de ses ennemis de la fac, qui je vais pas dire la détestait, mais qui en tout cas était très méprisant avec elle à l'époque, donc Levi. Donc ils vont en fait être sur un projet financé à la fois par la NASA et par une autre organisation américaine que je ne connais pas, et tous les deux vont co-diriger un projet en neurosciences. Et c'est trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que c'est le genre de lecture swoon. Voilà, où on a les papillons dans le ventre, où on glousse, on rigole, parce que c'est trop mignon, c'est rigolo, les personnages sont super attachants. J'ai beaucoup aimé Bee qui est hyper féministe, c'est un bouquin très féministe parce que ça critique beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes blancs dans le milieu de la science. Donc elle explique que quand elle est en réunion avec tous ces hommes, c'est la foire à la saucisse comme elle appelle ça, qu'elle en a marre de se retrouver à Phallusland parce que voilà, c'est chiant d'être la seule femme en réunion, tout ça. Et en plus c'est chiant de pas avoir toujours ton nom écrit dans les recherches parce que t'es une femme, de te faire voler tes idées, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont dénoncées. Et elle est hyper revendicatrice, donc c'est chouette. Et on a Levi. Alors Levi, je pense qu'il fait partie maintenant de mes book boyfriends préférés parce que il est génial. J'adore le côté un peu taiseux, genre je suis mal à l'aise donc je me tais, donc t'as l'impression qu'il est hyper froid, etc. Mais en fait, un peu genre Monsieur Darcy, vous voyez, dans Orgueil et Préjugés. Parce qu'en fait, il y a plein de choses derrière qui se cachent et quand on brise un peu la glace, il est vraiment génial. Tout en n'étant pas parfait. Moi, je déteste les héros de romance qui sont parfaits. Genre, ils ont toujours la phrase, le mot, le geste qu'il faut, tout ça. Pour moi, du coup, ça me fait sortir de la romance parce que c'est pas crédible. Là, il fait quand même plein d'erreurs, mais il fait des bêtises parce qu'il sait pas comment réagir face à Bee, parce qu'elle le met dans tous ses états. Et c'est trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette romance contemporaine. Trop bien. Et je sais qu'à Ali Hazelwood, il va y avoir 2 bouquins d'elle qui vont sortir cette année en français. Donc, comment vous dire que je suis dans les starting blocks pour les acheter parce que j'ai trop kiffé. Vraiment, super romance. Lisez-la. Et on va terminer et rester justement dans le domaine de la science et des femmes avec une BD que j'ai empruntée à la médiathèque, Radium Girl, que j'ai vraiment bien aimé. Ça parle de ces femmes dans les années 20 qui mettaient de la peinture au radium, hein, c'est comme ça qu'on dit, sur les montres en fait des hommes pour qu'ils puissent lire dans le noir, puisque c'est un élément qui brille en fait dans le noir. Et je ne connaissais pas du tout cette technique. En fait, elles vont peindre les cadrans. Donc en fait, elles prennent le pinceau, elles le pincent entre leurs doigts, elles mettent la peinture et elles peignent. Et à chaque fois, elles recommencent comme ça. Et donc en fait, elles vont se retrouver couvertes de radium tout le temps. Quand elles rentrent chez elles, elles brillent dans le noir, etc., etc. Et on va suivre donc du coup cette bande de femmes, de copines, qui sortent, font la fête, travaillent, et qui vont se découvrir au fur et à mesure les effets secondaires que peut avoir le radium au quotidien sur leur corps. Donc c'était vraiment bien. Franchement,
ça dénonce plein de trucs. Et surtout c'est horrible la manière dont elles sont traitées, puisque c'était une maladie qui était pas connue du tout, on ne connaissait pas les effets du radium. Mais oui et non en fait, parce qu'on comprend que les dirigeants ils savaient peut-être qu'il y avait quelque chose qui allait pas mais qu'ils leur ont pas forcément dit. Et le fait que leur maladie soit pas reconnue, tout ça, alors qu'elles décèdent au fur et à mesure, enfin qu'elles ont des horribles effets secondaires, etc. Ça brise le cœur, hein, clairement. C'est pas une BD très joyeuse. Enfin, oui et non, parce que c'est très joyeux la manière dont toutes ces femmes, elles interagissent entre elles, la solidarité qu'il y a entre elles, elles s'envoient des vannes, tout ça, machin. Et on garde quand même cet esprit hyper festif, hyper féminin. Et de l'autre côté, on a la maladie qui les rattrape. Franchement, c'était vraiment chouette. Donc, une bande dessinée que je vous recommande si vous aimez le côté un peu historique, le côté un peu féministe, dénonciateur, tout ça. Allez-y, j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu, franchement j'espère surtout vous avoir donné envie de lire mes derniers coups de cœur parce que il y a du bon, hein. On est d'accord, il y a du très très bon, il y a aussi des déceptions, mais ça, on oublie, c'est moins important. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis quand même plutôt active là-bas, en tout cas bien plus qu'ici. Donc voilà, je vous parle un petit peu de mes lectures en cours, je vous montre des fois mes achats, je vous donne des fois des impressions un peu plus à chaud, et puis je vous partage un peu mon quotidien quand c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.